D'abord, Chimie ParisTech, créée en 1896, 120 ans. 120 ans, ça se fête. Et on s'est aperçu que non seulement c'est 120 ans, mais que les deux premières élèves ingénieurs qui sont rentrés à Chimie ParisTech sont rentrés en 1916. 100 ans, donc 100 plus 120, je veux dire, on avait deux raisons finalement pour fêter tout ça, et en plus pour combiner, je dirais, un peu les deux événements. Et pour nous, pour une école comme Chimie Paris, qui est quand même une école, je dirais, donc qui a une tradition d'accueil, alors on en discute tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on essaye de maintenir une égalité entre recrutement masculin et féminin. C'est pas si évident que ça, parce qu'on ne va pas de sélection, je veux dire, on ne fait pas deux concours, un pour les hommes, un pour les femmes. Il s'avère que, effectivement, depuis quelques années, on arrive à obtenir à peu près une parité de 50% hommes, 50% femmes dans les étudiants. Et on en est assez fiers, finalement, sans avoir à mettre en place une quelconque politique de, entre guillemets, quota à l'entrée. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille probablement un peu sur l'attractivité de l'école. Bon, je pense qu'on a encore des progrès à faire. On a des progrès à faire parce que c'est vrai que les étudiants qui rentrent ici, rentrent essentiellement ici parce qu'ils aiment la chimie. C'est très bien. Est-ce qu'ils ont une idée des métiers et de ce qu'ils vont faire avec leurs connaissances en chimie quand ils rentreront sur le marché du travail? C'est moins évident. C'est moins évident, et donc là, je pense qu'on a encore un peu de travail à faire en amont et avant l'intégration pour qu'ils se rendent compte un petit peu, je dirais, de ce qui se passe dans l'école et des métiers auxquels on peut avoir accès. Ce qui nous rend un peu fiers, c'est qu'en fait, donc, on a un recrutement, je dirais, 50-50, qui est probablement dû, comme je vous le disais, plus à l'idée finalement à la représentation que les étudiants se font finalement du côté masculin ou féminin, je dirais, de la discipline, plus que des métiers auxquels la discipline donne accès. Et on sait bien aujourd'hui que vous regardez en informatique, vous regardez en mécanique, vous allez avoir une proportion de filles qui va faire des études qui va être extrêmement faible. On traîne toujours dans les 10%, 10-12%. Et puis vous regardez à l'inverse, côté bio et autres, et là vous allez dépasser les 50%. On en parlait à l'instant, je veux dire, en médecine aujourd'hui, il y a une majorité d'étudiantes. Donc on voit bien qu'il y a une représentation déjà qui existe avant et qui est autant liée, je dirais, à une vision qu'à la réalité des faits. Nous ici, donc la chimie nous permet effectivement d'avoir un recrutement qui est grosso modo 50-50 hommes-femmes. À la sortie, quand les étudiants, les étudiantes se retrouvent dans des domaines d'activité. Bien sûr, il y a de la cosmétique, il y a de la cosmétologie, il y a L'Oréal qui recrute, mais il n'y a pas que L'Oréal. Il y a de la chimie fine, il y a de l'énergie nucléaire. On a quand même beaucoup d'étudiants qui rentrent dans l'énergie nucléaire. Et là, on retrouve un certain nombre d'étudiantes diplômées, qui rentrent dans l'énergie nucléaire, alors que probablement, au départ, elles n'auraient pas eu l'idée de rentrer à l'école pour aller faire de l'énergie nucléaire, pour trouver un emploi dans l'énergie nucléaire. Donc je dirais que c'est un peu notre rôle aussi, nous, d'arriver à transformer finalement une vision, je dirais, qui est liée un peu à la discipline, en une idée que finalement on peut faire, et on peut faire beaucoup de choses, et beaucoup de choses différentes. Et donc ça, c'est un peu ça, ce qu'on essaye de faire au niveau du cursus, donner un peu la possibilité aux étudiants et aux étudiantes, finalement, de comprendre finalement qu'ils ont et qu'elles ont un rôle à jouer, quel que soit le domaine d'activité. Pour revenir un petit peu sur Chimie Paris, donc je revenais un petit peu sur les aspects, là j'étais beaucoup sur la diversité de genre. C'est clair que c'est un sujet pour nous qui est clé. On a parlé du recrutement. Le recrutement, c'est pas uniquement une diversité de genre, c'est aussi une diversité, je dirais, sociale. On fait partie de ce regroupement d'établissements qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Alors je ne vais pas vous passer trop de temps à vous décliner les arcanes et les subtilités, je dirais, des évolutions des regroupements universitaires. On pourrait en faire un livre, il faudrait plusieurs tomes sans doute. On peut en faire une série, hein, saison 1, saison 2, saison 3. Je pense que là, on doit approcher de la fin de la saison 3. On va falloir réfléchir un peu au scénario de la saison 4. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement,
le seul point qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en gros, on a décidé, nous, finalement, au niveau entre autres de la montagne Sainte-Geneviève, donc des établissements qui sont quand même les uns à côté des autres. Hein. Si vous regardez où on est ici, vous avez pu voir en entrant que il y avait Chimie Paris au bout de l'allée, mais qu'à côté il y en avait d'autres. Hein. Il y avait l'Institut Henri Poincaré, il y avait l'IBPC, il y avait Curie qui était derrière. Vous traversez la rue, vous tombez sur Normal Sup, vous trouvez sur les Arts Déco. Un peu plus loin, vous avez l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris. Donc tous ces établissements finalement qui sont les uns à côté des autres, à un moment ou à un autre, on s'est dit c'est quand même un peu idiot. On est petit, on n'est pas grand. Hein, 320 étudiants ici, à peu près l'équivalent à l'ESPCI, bon, un peu plus à Normal Sup bien sûr, mais on s'est dit c'est intéressant qu'on essaie de travailler un petit peu ensemble. Et donc, je dirais, l'idée que finalement on utilise un petit peu ces modalités de regroupement pour essayer de travailler ensemble, c'est un peu ce qui nous pousse un peu en ce moment. Et donc, on a créé cette université de recherche Paris Sciences et Lettres, qui est censée effectivement regrouper ces établissements-là, avec quelques autres qui sont un peu plus loin. On a accepté d'aller jusque dans le 16e arrondissement, donc on est allé jusqu'à Dauphine. Bon, mais donc, on essaye de travailler. Et vous voyez bien qu'un des points clés pour nous, pour tous ces établissements-là, qui sont avant tout des écoles, c'est d'essayer de se dire, il faut quand même aussi qu'on travaille non seulement sur la diversité de genre, mais il faut qu'on travaille aussi sur la diversité de recrutement. Il faut être clair, hein, on a ici un recrutement qui est encore un peu socialement biaisé. Et c'est pas forcément parce que on le souhaite, c'est simplement parce que vous voyez bien que rentrer en classe prépa, même si a priori c'est ouvert à tous, tout le monde n'y rentre pas forcément de la même façon. Donc il y a un peu d'autocensure, et c'est tout ça sur lequel on essaie de travailler. On a créé finalement, dans le cadre de ce regroupement, d'un cycle préparatoire hein, qu'on appelle le CPES, dans lequel on s'est donné comme objectif de faire en sorte qu'on ait effectivement une proportion de boursiers qui soit très supérieure à ce qu'on trouve dans les universités. Et on y arrive. Le CPES aujourd'hui est avec un taux de boursiers qui est extrêmement important, autour de 50%. Et pour nous, ça c'est quelque chose d'important. On essaye d'avancer aussi dans cette direction-là. Et ça, on peut le faire parce qu'on est plusieurs et parce qu'on est ensemble. Et donc ça, c'est un des avantages finalement du regroupement qu'on est en train de créer. Donc diversité sociale, certes. Et pour vous dire aujourd'hui, donc ce cycle préparatoire permet d'avoir des étudiants qui rentrent ici. On recrute aussi sur des BTS, on recrute aussi sur des ATS, donc on essaye de diversifier notre recrutement, on essaie de recruter beaucoup à l'étranger, parce que je crois qu'un des points de la diversité, c'est d'arriver à faire comprendre qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à résoudre un problème, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les solutions, de gérer un projet. Il faut et hommes, femmes, il y a effectivement deux façons quelquefois de prendre des choses. Ceci dit, ils ont tous les deux quand même, dans les recrutements français qu'on a nous, principalement avec des classes prépa, ils ont fini quand même par avoir un certain cadre. Même s'ils ont une sensibilité différente, ils ont quand même un certain cadre pour résoudre les problèmes qui fait qu'ils retrouvent un certain nombre de points communs. C'est quelquefois aussi intéressant quand vous prenez des étrangers qui ont été cadrés complètement différemment. Et là, ça donne, dans la gestion des projets, des visions totalement différentes. Je continuerai à me battre pour que tous les étudiants ici partent 6 mois à l'étranger, et pas uniquement dans l'entreprise, mais aussi à l'université, à l'étranger, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment des modalités différentes de vision des choses. Et qu'ils ne sont pas plus mauvais. Et donc, il n'y a pas qu'une seule solution pour arriver quelque part. Et ça, c'est fondamental. Donc, pour moi, l'aspect diversité, c'est aussi ça. C'est cette capacité, finalement, je dirais, d'accepter la diversité culturelle, la diversité dans la façon d'appréhender les choses. Et puis, il y a une chose sur laquelle on met aussi l'accent, je dirais qu'il est un accent... alors, j'ai toujours un petit peu de mal à appeler ça diversité, même si en fait ça rentre dedans. C'est de faire accepter le handicap. C'est vrai qu'on a, en France, on a toujours un petit peu de mal à accepter les étudiants ou les personnels handicapés. Ici, on essaie de faire un maximum pour ça. C'est pas forcément facile. Bâtiment créé au 19e siècle. Les couloirs, faut arriver à les gérer. Des escaliers, on en a. Mais c'est pas forcément ce qui va forcément aider quelqu'un qui est handicapé. Des ascenseurs, faut trouver l'endroit où les mettre, etc. Vous avez pu voir en entrant, il y a 6 marches pour rentrer dans l'école.
il faut trouver une solution. Et que des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes. Bon, on y travaille beaucoup et on essaie de faire en sorte. Et on a des professeurs, des maîtres de conférences qui sont handicapés et qui exercent ici et qui font leur recherche ici. Et on a aussi des étudiants handicapés et on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent, je dirais, comme les autres. Et ça, je crois que c'est important. Et on y travaille aussi beaucoup. Bon, j'ai pas mal parlé de Chimie Paris, Chimie Paris Tech et puis un peu de la vision que l'on a. Puisque Sylvie m'a dit qu'il fallait que j'introduise un petit peu le programme, je l'introduis très peu et les sponsors, je le ferai à la fin. Mais en ce qui concerne donc, le programme, on a intitulé la journée d'aujourd'hui « L'enjeu de la diversité dans la stratégie de l'entreprise ». Et je crois que c'est important. Et je pense que d'ailleurs, nous, en tant que... Je pense que l'entreprise, que ce soit en France ou à l'étranger, d'ailleurs au niveau international, parce que ce n'est pas uniquement un problème français, l'entreprise a fait beaucoup d'efforts. Finalement, elle s'est dit, mais il y a une richesse dans la diversité qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. Et je pense qu'il y a eu des politiques très proactives. Et quelquefois, d'ailleurs, en tant que responsable d'établissement d'enseignement supérieur, j'en arrive à me dire, mais il faut que tout ce qui a pu être fait dans les entreprises, si on pouvait en faire un dixième dans l'enseignement supérieur, on fera un grand pas en avant. Donc, ce que j'attends un petit peu aussi de la journée, et je dirais un peu pour nous tous, c'est que vous nous expliquiez finalement, en regardant un peu ce qui se passe, en regardant finalement comment vous avez appréhendé le problème, et ben, finalement, quelle richesse cette diversité apporte et pourquoi elle est nécessaire à l'entreprise. Je pense que vous allez le faire, parce que je crois que vous en êtes tous convaincus, et je peux vous dire qu'ici, on en est convaincus aussi. On n'a peut-être pas forcément encore mis en œuvre au niveau de nos établissements ce que vous avez mis en œuvre vous, et donc je pense qu'on aura beaucoup d'expériences, de retours d'expérience qui seront intéressants, d'idées. Et à ce sujet, d'ailleurs, un petit point qui peut être intéressant, c'est qu'on a eu une intervention, une petite vidéo que nous a faite la ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem, hier, pour clore un petit peu l'introduction des 2 jours. Et elle nous a dit être en attente de propositions. Je pense que si on peut, pendant cette journée, au besoin, réfléchir à quelques propositions qui pourraient émerger finalement de ces expériences, de ce que vous allez nous dire, ça serait peut-être une bonne chose aussi, et qu'il faut qu'on le garde en tête. Voilà. Donc, pour conclure, quelques mots effectivement pour vous remercier d'être là. Je pense que c'est important que vous soyez là. Alors, on n'a pas encore tous les étudiants. Ça, c'est une négociation qu'on a faite en partie avec nos enseignants-chercheurs. Donc, les étudiants seront libérés cet après-midi. Donc, à partir de midi, on devrait les voir partout. Avant midi, on va voir. À mon avis, on va avoir un peu de percolation. Ils vont finir par arriver les uns après les autres. Mais donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je tenais à remercier aussi l'association de diplômés de Chimie Paris Tech, donc les alumni, Didier Baudran qui est ici, nos partenaires et sponsors, L'Oréal, Arkema, l'UIC Île-de-France, Accentis, BASF, Axence, Solvay, Eurofins, PCAS, le groupe Avril, et puis nos partenaires médias, Infochimie, ma chaîne étudiante, et puis l'actualité chimique avec la Société chimique de France. Voilà, je pense que j'ai dû oublier personne, j'espère. Voilà, et encore une fois, merci à tous, et je vais passer la parole tout de suite à Gilberte Chambon. Alors, je vais peut-être vous introduire juste rapidement. Non, mais de toute façon, on va lui donner la parole. Alors, tout au long de cette journée, vous allez pouvoir découvrir de nombreuses femmes, soit du milieu académique, soit du milieu industriel. Et pour commencer, je vous propose d'accueillir Gilberte Chambon, qui est présidente de la Société chimique de France. Alors, Madame Chambon est normalienne, agrégée de chimie, docteur en chimie. Et vous avez eu un parcours particulièrement remarquable dans le milieu académique. Et nous vous remercions vivement d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui pour nous parler à la fois de votre parcours et puis peut-être de la place des femmes dans la société que vous dirigez. Société chimique de France, pas société industrielle. Mais... Oui. Voilà, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc nous sommes pour commencer... dans cette introduction, on parle d'égalité des genres, égalité des chances. Alors, égalité des chances, ça n'existe pas, l'égalité des chances. Égalité des chances pour faire quoi, hein? Pour faire ce qu'on a envie de faire, hein? Et si les femmes peuvent avoir
une égalité de chance de réaliser tous leurs souhaits, c'est effectivement ce qu'on peut appeler de nos voeux. Voilà, alors être une femme chimiste aujourd'hui à l'occasion de cet événement, c'est pour moi un grand honneur. Alors, comme il a été dit, je ne suis pas sortie, je ne suis pas issue de cette école, mais j'aurais pu y rentrer. J'ai été reçue au concours en 68, année assez mouvementée, mais j'ai choisi une école normale supérieure. Mais je suis restée assez proche durant toutes les années des promotions de chimistes, au moins la promotion qui était rentrée en 68. Alors, ce que je voulais faire, c'est juste un petit court chemin pour montrer l'arrivée des femmes dans la chimie. Alors, je ne suis pas historienne, donc c'est un point de vue très personnel et puis évidemment très simplifié. Alors, tout a commencé au XIXe siècle, à vrai dire au XVIIIe siècle. On a vu surgir des institutions spécifiques pour former, ça c'est assez important, en dehors de l'université. C'est quelque chose qui a été, je dirais, qui est à l'origine de la spécificité française, d'avoir des institutions de formation en dehors de l'université. Donc ça a été l'ENS et Polytechnique, qui ont toutes deux démarré en 1794. L'ENS s'est arrêtée tout de suite, elle a redémarré après. Enfin, il fallait répondre aux besoins d'une industrie qui se mettait en place, et donc il fallait des techniciens. Les ENS étaient pour former pour les écoles, bien évidemment. Et il y a eu tout au cours du XIXe siècle cette arrivée d'institutions. Donc il y a eu Centrale en 1829, et puis votre école, évidemment, comme ça a été dit, en 1896. Alors tout ça, c'était très bien, mais évidemment, c'était réservé aux hommes. Parce que les femmes, à l'époque, même si on avait eu des femmes très brillantes, qui ne connaît Émilie du Châtelet au XVIIIe siècle, mais les formations scientifiques, les formations du supérieur n'étaient pas faites pour les femmes. Donc on ne concevait pas de les y introduire, donc on s'intéressait aux hommes. Le premier grand virage que j'ai perçu, pour ma part, avec ma lorgnette à moi, ça a été 1881, la création de l'ENSJF, l'École normale supérieure de jeunes filles. C'était la première fois qu'on dédiait une institution à la formation des femmes. C'était assez remarquable. Bon, voilà. La guerre va faire progresser les mentalités. Je dirais, même si Marie Curie, on l'a déjà dit, malgré tous ses mérites, y compris ses doubles prix Nobel, on n'en a pas voulu à l'Académie. Bon, c'est pas grave. Les jeunes hommes sont au front, les femmes sont dans les usines, et on se dit, mais au fond, elles peuvent bien le faire. Donc, on les a prises dans ce premier concours de 1916. Et si on regarde bien, l'école centrale a fait presque pareil. Elle a sorti sa première promotion en 21, donc elle les a fait entrer en 19. Donc c'était un mouvement. Bon, l'X, Polytechnique, ce sera en 1972. Il leur aura fallu 180 ans pour faire entrer les femmes. Donc la chimie, finalement, aura mis 20 ans. Bon, on doit porter ça quand même à son crédit. Pour les ENS, la mixité s'est introduite beaucoup plus lentement, parce qu'il y avait une école pour les jeunes filles, des écoles pour les jeunes filles, des écoles pour les jeunes hommes. Et donc, il a fallu attendre, donc je vous rappelle la création, l'ENS, la première de garçons, 1794, on va dire, celle de filles, 1881, mais il a fallu attendre 1985 pour avoir une réelle mixité. La mixité, qu'est-ce que ça a fait? Surtout, ça a fait un concours commun, comme on disait tout à l'heure, être jugé sur le même concours d'entrée. Et j'ai vécu l'introduction de la mixité à l'ENS, et la directrice de l'époque, Josiane Serre, était très, très, très anxieuse. Quand on a levé l'anonymat, elle se disait, grand Dieu, est-ce qu'il va y avoir des filles parmi les admissibles? Après, ça se répartit, mais y aura-t-il des filles? Eh bien oui, et puis il y en a eu la première. Le premier, c'était une première qui était admissible à l'ENS sur le concours physique-chimie. Donc finalement, ça se passait relativement bien. Alors cette séparation des genres peut sembler bizarre aux jeunes générations. Mais je voudrais quand même vous rappeler, parce qu'il y a des gens qui sont de ma génération aussi ici, c'est que dans les lycées en province, moi je suis de Douai dans le Nord, une ville moyenne de province, la mixité dans les lycées, elle n'est arrivée que dans les années 60. Moi j'étais dans un lycée de jeunes filles, il y avait le lycée de garçons à côté,
Et au milieu des années 60, on a commencé à mettre quelques spécimens de l'autre genre dans les classes. Bon, ça a pris du temps. Alors qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de cette évolution? Tout d'abord, il faut voir que c'est long. Et il ne faut pas être choqué, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont lu cette admirable lettre de l'Association des anciens élèves garçons quand on a voulu introduire des filles dans l'école en 1916. Bon, je ne citerai pas les passages, mais il y a quand même des remarques très désobligeantes pour les jeunes femmes. Mais voilà, alors, est-ce qu'il faut s'en offusquer? Ben moi, je dirais non. Même en tant que femme, je dirais non, parce que ce n'était pas le moment. Le temps n'était pas venu. On s'est rendu compte, enfin j'entendais hier, ça a été aussi évoqué, il faut beaucoup de temps. Et pour arriver à faire quelque chose, il faut un grand coup. Il faut passer en force, on franchit une barrière, on change de régime. Alors on est chimiste là, pour une bonne partie d'entre nous, c'est un petit peu de la catalyse. Il y a une phase d'induction. Et après, une fois que le processus est lancé, il y a toujours des barrières. Il y en aura tout le temps. Sur tous les chemins, il y a des barrières, mais les barrières, elles sont de moins en moins escarpées. Et donc, elles sont plus faciles à franchir. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus de femmes un peu partout dans des carrières qui étaient soi-disant réservées aux hommes avant. Bon alors, les carrières dans l'industrie, je crois que vous en parlerez plus tard, étant moi-même purement, on va dire, académique, c'est ce sujet-là que je voudrais juste évoquer très rapidement pour parler... Pour dire que les carrières dans le monde académique sont tout aussi diversifiées que dans le monde de l'industrie. On y trouve de tout. Le milieu académique propose évidemment des investissements possibles dans l'enseignement, des investissements possibles dans la recherche, des investissements possibles dans la gestion de la recherche et de l'académie. Quand je dis des investissements, ça veut dire que ce sera l'accent qui sera mis davantage sur ce volet ou sur un autre. Bon, puis pas forcément en même temps. Alors, pour résumer les caractéristiques marquantes d'une carrière académique vue par ma lorgnette. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le monde académique? On ne parlera pas d'argent. C'est l'enthousiasme. Il faut avoir un enthousiasme, mais je pense que pour les autres carrières aussi. Il faut aimer et savoir s'émerveiller, vu qu'on est chimiste, de toutes les merveilles des ressources de notre domaine. J'en citerai qu'une, là, qui vient d'être récompensée par un prix Nobel, c'est les merveilles de la chimie moléculaire. Quand on voit que la chimie moléculaire, Jean-Pierre Sauvage, je veux lui rendre hommage ici, la chimie moléculaire est capable de générer des objets absolument insolites pour des besoins particuliers. Et cette façon de créer de la matière, de créer de la nouveauté, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, l'enthousiasme, c'est réellement un trait, je dirais, qui se partage certainement équitablement entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Bon, donc, il ne faut pas s'en priver quand on est une femme. Il faut savoir manifester son enthousiasme. Le deuxième point important dans une carrière, au niveau académique, ce sont les rencontres. Les bifurcations, les rencontres. Les rencontres, elles s'échelonnent tout le long de la carrière. Certaines, elles sont peu nombreuses, mais elles peuvent être déterminantes pour ce qu'on va faire, pour la suite du travail. Alors ces rencontres, ça peut être la rencontre avec un professeur au lycée qui va vous montrer avec son enthousiasme un petit domaine de la chimie et vous verrez un œil briller et vous vous direz oui, ça peut enthousiasmer les gens, donc on peut y aller, c'est un domaine intéressant. Ça peut être aussi, et ça, on doit le sentir dans les écoles d'ingénieurs, on le sent quand on est dans les premiers cycles universitaires, c'est l'ouverture qui arrive tout d'un coup pour ces jeunes qui sortent du lycée, qui sortent d'une formation cadrée, où on sait tout, on connaît tout, on vous pose des questions dont on connaît les réponses. Et puis on arrive dans le monde, on va dire, dans le cycle supérieur, et c'est là qu'on découvre que finalement, on va pousser des portes. Derrière tout ce qu'on connaît, il y a des portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est fantastique pour exciter la curiosité.
Et un scientifique, enfin un chimiste, tout autre, doit être curieux. Et c'est par les rencontres qu'on anime cette curiosité des étudiants. Ce sera aussi la curiosité, enfin les rencontres, ce sera quand on viendra vous chercher, on viendra vous solliciter. Et là, il ne faut pas avoir peur. Les rencontres, je dirais, c'est vraiment les points marquants dans une carrière. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance, il faut se faire confiance, se dire, au fond, je peux y aller. Et là, je dois dire, c'est peut-être un point faible des femmes, c'est qu'on leur a appris, génération après génération, à se dire, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Eh bien oui, si on a envie, on y arrive. Hein, ça, c'est clair. Bon, autre point, le risque. C'est effectivement en liaison avec ce que je viens de dire, mais il ne faut pas hésiter à se faire peur de temps en temps. Hein. Il faut dire, ouh là là, il y a des risques, mais est-ce que je vais y aller? Eh bien, là, il ne faut vraiment pas hésiter, parce que quand on prend des risques, à 100%, on peut dire qu'on aura des résultats et que ça marchera, hein, et que ce sera une expérience nouvelle, quelle qu'elle soit. Je disais en approfondissement dans l'enseignement, dans la recherche, dans la gestion. C'est un peu mon parcours, ça. C'est pour ça que je vous en parle. Avec le recul, on constate que le risque n'est jamais grand, au moins dans le milieu académique. On prend jamais vraiment de risque. Hein. Par contre, on y gagne. Et on y gagne en quoi? On y gagne dans une carrière. Ce qui est très important, j'ai déjà évoqué, ce sont les relations humaines. Les relations humaines, les relations que l'on a avec le groupe, avec la société, avec sa communauté, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut progresser que si on a une place dans son groupe. Aussi large qu'il soit ou aussi étroit qu'il soit, il faut avoir une place. Et ça, c'est un point, je dirais, essentiel. Il faut bien connaître son milieu, savoir s'y adapter. On a évoqué tout à l'heure avec Paris Sciences et Lettres l'évolution des structures. Nous vivons dans un monde où les structures se font, elles se défont, et il faut s'adapter. Il y a toujours du bon. Hein. Ça gêne, il y a de la gêne évidemment quand on change dans les changements, mais il y a toujours du bon. Donc petit laboratoire, grande structure, consortium de projets, groupement de recherche. L'essentiel est de trouver sa place. Et si on cherche, on trouve qu'il y a toujours une opportunité pour s'y épanouir et trouver sa place. Donc important, donc c'est le groupe dans lequel on évolue. En milieu académique, donc c'est le laboratoire, je vais passer rapidement là-dessus. Un groupe ne fonctionne bien que s'il y a de l'entraide au sein du groupe. Ça, c'est vrai pour le milieu académique, c'est vrai pour l'industrie. Si on veut vraiment faire tourner un groupe, il faut le valoriser et il faut gérer l'entraide à l'intérieur. Et dans le milieu industriel, un milieu académique aussi, il faut savoir parler d'autorité. L'autorité, elle s'acquiert dans un groupe si le groupe fonctionne bien. Ça, il n'y a pas de miracle là-dessus. Enfin, pour conclure, étant donné que je suis quand même à la Société chimique de France, ce qui est important, c'est l'insertion et l'implication dans sa communauté. Donc, je ne parle pas de la communauté de recherche, elle est plus ou moins évidente, il faut s'y investir beaucoup, en France, à l'étranger, mais je voudrais parler de la communauté des chimistes. L'association des chimistes en France, au sens le plus large, évidemment dans les écoles, il y a les associations d'anciens élèves, il y a avec les écoles de chimie, il y a l'association Gay-Lussac, mais il y a quand même une association qui est très importante, j'y investis moi-même beaucoup de moi-même, c'est la Société chimique de France. La Société chimique de France est là pour récolter les idées, les soutiens. Donc, la chimie est sollicitée pour ce qu'elle peut faire pour la société, pour ce qu'elle peut faire pour les transitions énergétiques, pour ce qu'elle peut faire pour l'environnement, pour ce qu'elle peut faire pour la santé. Mais la chimie, on vient aussi la chercher quand il s'agit de réformer des programmes, quand il s'agit d'avoir des règles sur les doctorats, par exemple. Et là, les sociétés savantes, je parle pour la chimie, mais avec nos partenaires, la Société française de physique, de mathématiques, d'informatique, etc., on vient nous solliciter. Et si on veut que la chimie tienne sa place
et qu'on l'écoute, il faut qu'elle ait derrière elle sa communauté. Donc, au nom de la Société chimique de France, vraiment, je vous demande le soutien des chimistes pour notre société, pour la faire vivre et la faire évoluer. Voilà. Donc, c'est tout. Pour le reste, je dirais le travail, c'est évident. Pour réussir, il faut travailler. Donc, c'est un investissement personnel. La vie privée, il faut essayer de la préserver du mieux qu'on peut. Mais enfin, il faut essayer de la préserver. Bon, alors, être une femme dans tout ça, dans notre domaine, au moins, je dirais que dans le milieu académique, moi, je n'ai jamais senti de gêne à être une femme. Les femmes ont actuellement les moyens d'accéder à tous les niveaux et à toutes les fonctions de l'université et au milieu académique au sens large. Et de façon générale, je dirais qu'elles ne courent pas après les hautes fonctions, mais on vient les chercher. Voilà. Et donc, il faut là être à l'écoute. Il y a beaucoup moins d'esprit carriériste chez les femmes que chez les hommes, ça c'est clair. Mais ça n'empêche que toutes les carrières sont ouvertes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Chambaud.